Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour est une figure clé de la ville de Monaco comme adjointe au maire et de la ville de la musique, puisqu'elle s'engage en faveur des créateurs de musique à travers ses missions en tant que gérante de la SACEM de Monaco. Bonjour Axel Amalberti. Bonjour Geneviève. Je disais que tu t'engages en faveur des créateurs de musique. Le truc qui moi m'avait intéressé quand on avait discuté la première fois de la SACEM, c'est qu'en fait c'est un outil de protection pour ceux qui créent. Tout à fait. La SACEM permet de protéger la création des auteurs, compositeurs et éditeurs, parce qu'en l'occurrence on intervient... Oui, le E de SACEM c'est éditeur. Hein. Ouais. C'est ça. Et... C'est quoi alors ça a été conçu, parce que quand on est petit et qu'on dit à ses parents je veux être musicien, ça les fait pas forcément rire, parce qu'ils disent est-ce que tu penses que c'est un métier ? Comment on gagne sa vie quand on est auteur, compositeur, interprète ? Comment on gagne sa vie en fait ? Ben justement, grâce à la SACEM, entre autres, en protégeant ses œuvres, parce que... Elles sont inscrites dans un catalogue en fait, c'est ça ? Alors, la SACEM a un mandat par l'auteur, compositeur et éditeur qui lui permet d'intervenir lorsqu'il y a utilisation de son œuvre. Donc ça peut être à différents niveaux. La radio dans un bar ? Tout à fait. La musique est partout. Ça, même dans des halls d'entrée d'hôtels. Je me rendais pas compte avant de travailler à la SACEM qu'il y avait autant d'usage de musique. Ben ouais. Et de musique protégée en fait. Protégée. Parce que on parle souvent dans le métier, pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas, on parle de la musique au kilomètre, qui est de la musique qui n'est pas protégée, donc sans droit d'auteur en fait, sans copyright on va dire. Ça existe de moins en moins. Hein. Alors, ça existe. Et il y a des jeunes que je vois au bureau qui viennent me voir et qui se sont engagés auprès de ces sociétés qui sont autres que la SACEM. Ouais. Mais donc voilà, ça donne pas vraiment lieu à une rémunération pour les auteurs-compositeurs. Et concrètement, ils en reviennent parce que on vend leurs œuvres un peu comme de la musique de catalogue, de la musique. Tu disais de hall de gare, oui, d'ascenseur. Voilà. Après, c'est sûr qu'à partir du moment où le client veut animer, donc client, ça peut être un bar, ça peut être, comme je te disais, un peu partout. Tout est une boutique. Tout le monde a envie d'utiliser la musique. Qui était là à ta place me disait que dans les boutiques APM, il y a une playlist. Tout à fait. Et c'est très important parce que ça fait partie de la démarche commerciale que veut proposer le commerçant, en l'occurrence, parce qu'on se rend compte que ces musiques qui sont proposées par ces sociétés concurrentes n'attirent pas autant que la musique que propose la SACEM, parce qu'on s'identifie à la musique. Et si on veut vivre un moment pendant qu'on fait nos courses, c'est vrai que si on reconnaît le morceau, ça va changer le moment de course. Ouais, l'expérience, et c'est là que la SACEM est forte parce que on est présent donc dans toute la France, Monaco, le Luxembourg, mais également au travers de 180 pays avec lesquels on a des partenariats, des accords. Donc on intervient non seulement pour les auteurs-compositeurs français, monégasques, luxembourgeois, mais également pour ceux du reste du monde. Et on a mis aussi un système d'enregistrement, de détection. Donc ça peut être au travers des radios, dans un concert. Donc c'est vrai qu'on est assez... c'est une vieille dame, mais qui est assez influente, on va dire. Elle a quel âge la SACEM d'ailleurs ? Elle a été créée en 1851. SACEM France. Ah oui. Ouais, ça commence à... Ah, je pensais pas que c'était si... Ah oui, c'est une... Donc, en fait, cette idée de protéger, ou en tout cas d'avoir une propriété intellectuelle, parce qu'on parle de propriété intellectuelle, là, c'est vraiment de la création individuelle, hein, quelqu'un qui écrit, qui compose. Cette idée-là, elle a germé assez vite, hein, en fait.
Alors, on raconte souvent l'histoire du début de la SACEM. C'est-à-dire, il y avait deux auteurs-compositeurs attablés à un café qui buvaient un café qu'ils allaient payer. Et là, ils entendent leur musique. Et ils se disent, mais pourquoi je vais payer le café alors que je ne suis pas rémunérée pour la musique que j'ai créée? Et donc, à partir de là, la SACEM s'est développée, mais c'est vrai que c'est une vieille dame. À l'époque, quand même, à la fin du 19e siècle, enfin, pas tout à fait, parce que 1850, c'est pas tout à fait la fin, hein, c'est plutôt la moitié du siècle. Est-ce que c'était une idée révolutionnaire, en fait, ou pas? Je pense pas. Bon, ça n'a pas été évident, mais... Ouais, ils ont eu du mal à créer la SACEM, ou pas? Non, parce qu'après, ça a été, ils ont fédéré et permis à d'autres auteurs-compositeurs de se regrouper. Et plus on est nombreux, plus on a de poids. Et l'union fait la force. L'union fait la force, oui. Et parce que c'est ce que tu dis, quand tu dis la SACEM propose un catalogue qui rassemble plus que les autres. C'est-à-dire qu'en fait, y compris dans vos correspondants, est-ce que la SACEM collecte aussi pour des artistes qu'on a en tête, qui peuvent être des artistes internationaux? Tout à fait, oui. On parle de Taylor Swift. On a eu le mandat pour intervenir auprès des plateformes. Donc ça, c'est assez énorme. On collecte pour les éditeurs assez importants. Quand on voit les chiffres, ouais, ça a dû être vertigineux. C'est un énorme contrat et c'est là qu'ils sont très forts parce qu'il y a une équipe... à Paris qui on est en France à peu près 1500 personnes. Il y a une équipe à Paris vraiment dédiée exclusivement sur toute la collecte sur les plateformes, les réseaux, les GAFA, parce que ça a beaucoup changé. Énorme. Ça a beaucoup changé le volume de collecte, les plateformes et le digital, ou pas? C'est un chiffre faramineux. Ouais. On est aux alentours des 275 000 milliards de streams et téléchargements traités par la SACEM en 2022. Oui, ça parle de soi. On parle de milliards de streams. Bon, effectivement, quand on lit, alors sur les réseaux, il y a beaucoup de posts qui parlent des téléchargements de Taylor Swift, de son nombre de hits sur les plateformes comme Spotify, etc. Est-ce que toi, tu dirais que ça a relancé un peu, cette économie-là, a relancé l'économie de la création musicale? Parce que on a eu peur à un moment donné, avec la fin du disque, on a eu un peu peur que tout ça change. Je pense qu'il y a eu fin du disque, fin des CD, parce que justement, ça a switché sur les plateformes. Mais c'est relancé de manière différente, parce que c'est sûr que les rémunérations qui sont produites et faites pour les auteurs-compositeurs sont complètement différents à d'autres niveaux, parce que avant on parlait peut-être en centimes d'euros, maintenant c'est en 0,00 centimes d'euros pour une vue sur Internet. Donc c'est vrai que voilà, il faut être résistant, il faut avoir beaucoup de vues pour pouvoir arriver à une rémunération convenable. Qui corresponde à ce qui était avant. C'est ça. Avant, c'est vrai que ceux qui étaient le mieux rémunérés, parce qu'on me dit souvent, vous intervenez pour les auteurs-compositeurs, ils ont énormément de moyens. Mais il faut savoir que pour arriver à une rémunération raisonnable, parce que certains ne vivent que de ça, avant, on regardait un petit peu par rapport aux diffusions les plus écoutées, donc c'était sur la radio vers 8 heures, tu sais, ou à la rigueur à la télé, dans les heures vraiment pleines. Maintenant, au travers des réseaux sociaux, il faut quand même avoir énormément de vues. Ça peut être n'importe quand, mais il faut quand même avoir été vu plusieurs fois, été écouté plusieurs fois. C'est là que la SACEM est assez forte. Ça a été la première à passer un accord avec Facebook. Voilà, pour notre intervention. Et donc, elle a des accords avec la plupart des plateformes.
ce qui permet quand même de protéger l'auteur-compositeur, quoi qu'il arrive, et d'avoir quand même un petit peu les rênes. C'est comme un forfait, ouais. C'est ça, parce que, comme tu disais justement, on peut écouter n'importe quand, et ce qu'on veut. Quand je suis dans la voiture, que ma fille me dit « Maman, je veux tel titre », je me faisais la réflexion, je me disais, mais à l'époque, on avait encore la cassette et on avait encore possibilité d'avoir un retour en arrière pour la réécouter ou passer d'un morceau à l'autre. Mais là, c'est vrai que c'est vraiment à la demande. Tu choisis, c'est différent. C'est sûr que c'est différent, c'est plus autonome. C'est-à-dire que, en fait, celui qui écoute a plus le choix. Oui. C'est ça. Oui. Est-ce que ça a peut-être changé aussi notre façon de vivre la musique, je sais pas. C'est peut-être en dehors du champ de la SACEM de penser à ça, mais ça a peut-être aussi changé notre façon. Les plateformes, ça a peut-être changé notre façon de vivre la musique, les contenus. Alors l'information, c'est sûr, c'est un autre univers aujourd'hui qui. Est-ce que pour les auteurs-compositeurs, il y a eu un stress ou pas? Alors certainement pendant le Covid. Ça a été très compliqué. On n'a pas parlé du Covid, mais oui, ça a dû être très compliqué. Beaucoup étaient en souffrance. Et donc, la SACEM a mis en place des aides donc, pour nos clients, parce que certains étaient en difficulté. Ceux qui vous ont donné mandat, ce sont vos clients? Alors, ceux qui nous ont donné mandat, ce sont nos sociétaires, ce sont nos patrons. D'accord. Okay. Et nos clients, c'est ceux qui nous permettent, c'est ceux qui utilisent la musique et c'est ceux qui nous permettent de rémunérer nos auteurs-compositeurs. D'accord. Donc, eux étaient aussi en grande difficulté. Étaient en difficulté aussi. Les bars, les restaurants. Donc, on a mis en place une aide qui existe toujours, qui s'appelle le Tous en Life, qui permet de faire venir des artistes, donc des groupes, et faire la promotion, en fait, plutôt que de la musique enregistrée, de groupes live. Et aussi un plan d'aide pour les auteurs-compositeurs qui étaient vraiment en grande difficulté financière pendant cette période Covid et encore après. Encore après? Oui, ça a été très compliqué. Donc oui, ça, pour répondre à ta question, donc de par le Covid, mais également parce qu'il y a des changements, oui, je pense qu'il y a une grande évolution au niveau de la musique et du mode de protection des œuvres des auteurs-compositeurs. Est-ce que, tu parlais du Covid, est-ce que pendant le Covid, la SACEM a continué de fonctionner normalement ou pas? Comment vous avez travaillé? Alors, nos clients étant fermés, nous avons continué à collecter auprès des plateformes, ça oui. Plateformes, bien sûr, parce que alors ça allait vraiment, ça a été exponentiel auprès des télés, auprès des radios. Par contre, les clients, on a anticipé et avant qu'ils nous demandent de faire un arrêt de facturation, un remboursement, en fait, la SACEM l'avait déjà fait et donc on avait arrêté de les facturer. Ouais. Et ensuite, on a repris la facturation, mais en leur laissant le temps de repartir. Parce qu'après, il y a eu encore une pause. Donc, ça a été une gestion assez complexe. Mais je sais que les gens ont apprécié de ne pas avoir à demander. Parce que souvent, c'est vrai. On nous dit, bon, vous ne pensez qu'à collecter. Mais là, pas du tout. La société a été vraiment dans une démarche de il faut qu'on aide. On est dans une situation... arrêtons de suite et bien sûr. Même on essayait de les accompagner pour certains, comme je te disais, avec le plan d'aide, parce que ça a été très très compliqué. Vous avez travaillé, alors vous avez inventé la visio à la SACEM du coup, parce que vous êtes un peu disséminés entre les équipes à Paris. J'imagine que tu n'allais pas à Paris pour mettre en place les stratégies. Pendant le Covid? Non, pas du tout. Non, on est disséminés, oui, on est 60. Disons, on était, parce que maintenant je suis sortie du pool SACEM France et je suis en quelque sorte indépendante, même si ça n'a pas vraiment changé mon intervention. C'est-à-dire que, heureusement, j'interviens pour les auteurs, compositeurs et éditeurs monégasques, mais également les Français et le reste du monde sur le territoire exclusivement monégasque. Ouais. Ce qui a changé, c'est que la forme juridique est monégasque et je suis assez fière de dire que
le territoire de la principauté, la souveraineté de notre pays et, je veux dire, l'a mis en avant grâce à cette existence d'une société de droit d'auteur monégasque. Donc c'est je pense, une reconnaissance pour notre pays d'avoir sa propre société de droit d'auteur. Oui, ça, puis c'est important. Il y a quelque chose dans le principe de collecter sur un territoire. Il y a quelque chose d'important sur le fait que celui qui collecte est aussi sur le territoire. C'est pas un étranger, avec tout le respect qu'on a pour les étrangers dont on parle, mais c'est pas un étranger qui vient collecter sur notre territoire. Alors, tout à fait, sachant que nous, quand même, ça faisait plusieurs dizaines d'années qu'on était sur le territoire, donc en embauchant, comme l'oblige la loi actuellement. La loi demande à ce que les bureaux soient en principauté, que ça soit un ou une gérante de nationalité monégasque. Donc ça a été toujours le cas pour la SACEM. Ouais. Nous, on a créé cette société donc de droit d'auteur purement monégasque pour être raccord avec la loi de 2019 qui permettait d'accompagner Monaco Télécom sur la collecte des droits pour la télé. Et puis pour le futur projet de loi qui est à l'étude là au Conseil national et qui nous dotera, nous, Monaco, pays, qui nous donnera d'un équivalent de code de propriété intellectuelle. Je vais dire enfin, parce qu'on était sur une loi de 1948. Ouais. Et on aura enfin un droit à l'image. Disons, voilà, ça sera un peu plus clair, parce que c'est vrai qu'on voit en début, par exemple, rien que pour les enfants, le nombre de documents que tu as à signer pour le droit à l'image. Bon, voilà, ce projet se veut plus clair. Donc, moi, au niveau de la musique et de ce que je représente, je ne peux que me réjouir. De cette évolution législative. Ah oui, je soutiens parce qu'il faut avancer. Souvent, Monaco est précurseur, je vois, sur plein de domaines. Ouais. Et là, ce projet de loi me réjouit parce qu'on était quand même en retard et par rapport, même si on ne fait pas partie de la communauté européenne, par rapport aux pays voisins et à l'Europe, il fallait qu'on se mette en règle. Donc, non, je suis ravie. Oui, quand on y réfléchit, d'après toi, qu'est-ce qui a fait que depuis 1948, on ne s'était pas posé cette question ? Est-ce que c'est pas aussi que le courant artistique en général, pas seulement musical, à Monaco n'était pas suffisamment développé ? Oh, je pense pas. Il y a beaucoup de choses qui sont faites à Monaco, beaucoup de choses qui sont proposées. Donc non, je pense que c'est le fait de ne pas faire partie de la communauté européenne, de ne pas vouloir mettre peut-être les pieds dans quelque chose qui pourrait être dérangeant, qui pourrait créer de problèmes. Ouais. Puis c'est vrai que par contre, à l'échelle de Monaco, est-ce qu'on n'est pas très nombreux ? Donc par conséquent, est-ce que ça valait le coup de légiférer ? C'est peut-être pas un dossier qui était primordial au vu du volume. Oui, c'est ça. Puis ce que tu dis. Ça pose beaucoup de questions, ça prend beaucoup de temps, donc c'est sûr. Voilà. Bon, mais ça a mis le temps, mais on y arrive. On va regarder ça de près d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, il faudra que les débats et que tout cela se transforme en vote. Donc on verra bien, on accompagnera ça. Moi, je voulais qu'on bifurque là maintenant, parce que tu as casquette SACEM qui doit, je comprends, occuper beaucoup de ton temps, puisque quand tu parles des clients et les bars, les restaurants, etc., je veux dire, à Monaco, il y a de quoi faire sur un territoire qui est quand même... Tu fais quoi ? Tu y vas physiquement ? Ah oui, c'est énorme, on ne dirait pas, parce que mes équivalents en France, eux, s'occupent de territoires vraiment qui... donc, par exemple, là, part de Roquebrune, va jusqu'à Saint-Tropez et va jusqu'aux stations de ski. Donc, c'est énorme. C'est énorme, ouais. Nous, on a la chance... Bon, on est une toute petite équipe, nous ne sommes que 2. On a la chance de pouvoir, moi je dis, faire un travail de dentelle. Donc, c'est-à-dire... on est à l'écoute. Le client, faut pas qu'il nous voie comme un ennemi, parce qu'on est une société civile à but non lucratif. Ouais. Je veux dire, tout est reversé aux auteurs-compositeurs, et on n'est pas là dans le but vraiment d'encaisser. Voilà. Ouais, souvent, vous n'êtes pas une société de production, quoi. C'est ça.
Et ça, je veux que les gens comprennent. On est à l'écoute, on est là pour parler. S'ils ont un projet, je veux dire, faut venir nous voir, on en discute. C'est sûr que si on vient me voir 6 mois après, ah, j'étais pas au courant, fallait payer la SACEM. Bon, je veux dire, bon, au bout d'un moment, voilà. Après, on est au courant au travers, tu disais, le réseau d'information, je veux dire, c'est énorme de nos jours. Donc, entre la presse écrite, les réseaux sociaux, bon, c'est difficile de passer à côté d'un événement. Cependant, oui, on va sur place. Donc, avec ma collaboratrice, elle se rend sur place. Ensuite, moi, si le dossier devient un petit peu délicat, j'interviens. Et puis aussi, il y a ce travail de proximité. C'est important de pouvoir donner des conseils parce que certains aussi nous demandent au niveau de la diffusion de musique, qu'est-ce qui pourrait être plus susceptible pour mon établissement qu'un autre. Ouais. Donc voilà, donc on essaye vraiment de... Et puis bon, il y a ce relationnel humain qui me plaît et concrètement, au travers de ce travail, c'est vrai que c'est fantastique parce que on est à l'initiative, au tout début de la création, ou du moins de l'enregistrement du sociétaire, qui va peut-être ou pas devenir connu. Donc ça, c'est magique. On rencontre un créateur. Et après, de l'autre côté, on a le client utilisateur. Et voilà, on fait un petit peu on a une passerelle, la en fait, jonction entre les deux. C'est c'est très intéressant. C'est très humain, ouais. Tu disais, moi j'aime le contact humain. C'est peut-être pour ça que tu te retrouves à la tête du service animation enfin à la tête. Évidemment qu'il y a il y a une chef de service. Il y a une chef de service, mais tu es l'élu en charge, c'est ça ? Oui. Donc tu fais partie de la liste d'évolution communale qui est en place, qui a été élue l'année dernière. C'est ça. Et toi, naturellement, tu dis, moi je veux faire l'animation, c'est ça ? Alors, moi, c'est mon 3e mandat. Oui. Les 2 premières fois, j'étais donc l'adjoint en charge de l'affichage publicitaire. Donc, c'est vrai que c'était pas du tout... j'ai pas étudié pour ça, donc c'est quelque chose que je ne connaissais pas, que j'ai appris à connaître. J'ai eu la chance de travailler avec une chef de service, Christine Castellino, que je salue d'ailleurs, qui est partie à la retraite, avec qui vraiment ça a vraiment bien matché. Bon, elle avait quand même une bonne expérience de quelques années et on a voulu moderniser un petit peu le parc d'affichage en principauté, parce qu'il faut savoir que le monopole est détenu par la mairie. Sur le domaine public, bien sûr. Et donc, c'est vrai que tous ces panneaux qu'on pouvait voir un petit peu partout, qui avaient fleuri, rendaient un petit peu inesthétique notre principauté. Ouais. Donc, on a petit à petit fait évoluer sur du réseau numérique et commencé à enlever certains panneaux. Là, celui qui a pris ma suite, Georges Gambarini, est en train de continuer, puisque lui, c'est vraiment sa profession, pour rendre quand même plus propre, entre guillemets, la principauté. Et c'est de la pollution visuelle. C'est ça. Et c'est vrai que, pour répondre à ta question, ça faisait 2 mandats. Bon, moi, je suis quelqu'un d'assez actif. Donc, il semblerait, oui. Voilà. Et donc, au bout de 2 mandats, c'est vrai que je me suis questionnée. J'en ai parlé un petit peu avec le maire et je lui avais dit, écoute, moi, je veux me représenter, bien sûr, si tu l'acceptes, mais j'aimerais apporter quelque chose d'autre. Maintenant, moi, je suis quelqu'un de très carré et ça m'embêtait d'être à la SACEM et en même temps de m'occuper donc de l'animation, parce que je me suis dit, j'aimerais pas être jugée partie. Et puis, en parlant avec lui, il m'a dit, mais Axel, il n'y a aucun problème, puisqu'on paye déjà les redevances de droits d'auteur. Donc, il y a aucun souci. Et je pense que à l'animation, ça pourrait vraiment te correspondre. Oui. Il a raison, parce qu'il a eu raison, parce que non seulement c'est mon monde, le monde de la musique, mais également je suis maman. Et, tu as 2 filles, hein ? J'ai 2 filles, oui. Quel âge elles ont ? 8 et 5 ans. Et oui, quand on est maman, on sait ce que c'est que la nécessité d'animation. Nécessité d'animation, et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir déjà beaucoup d'offres. Ouais.
Mais je trouvais que voilà, je pouvais apporter peut-être quelque chose de différent. Encore une Là, fois. tu as commencé assez fort, hein, puisque cette année, le village de Noël, c'était un village consacré à la mémoire du prince Régnier III, Oui. avec des changements, avec des innovations, etc. Est-ce que tu t'es dit, à un moment donné, c'est un truc, ce village de Noël, c'est une façon aussi d'exprimer quelque chose? Alors, oui, de toute manière, quand on est élu, Ben ouais. mairie, c'est qu'on tient à son pays. Et pour le village de Noël, c'était complètement ça. La chance de pouvoir avoir un thème qui met en avant le prince Régnier, la famille princière pour laquelle on est plus qu'attaché. Ouais. Je veux dire, c'était en soi naturel et ça a été une belle réussite parce que c'était vraiment pas évident de pouvoir allier donc le thème prince bâtisseur, prince Régnier avec Noël. Oui. Et j'avoue que le service de l'animation a fait un travail remarquable. Ouais, c'est vrai. Il y a toujours une grosse... Je parle du village de Noël parce que, évidemment, quand on vit à Monaco, ceux qui nous écoutent et qui n'y vivent pas, il faut venir voir. Quand on vit à Monaco, le village de Noël, c'est vraiment un temps fort de l'animation sur le port. Il y a une fréquentation dingue. Ah oui, c'est dingue. En plusieurs centaines de milliers de visiteurs. Ouais. C'est à des horaires, en fait, qui sont de 11h du matin à peu près minuit. Puis le 31 décembre, on ouvre un peu plus tard parce que on donne l'opportunité aux visiteurs de fêter le jour de l'an sur place. Et on propose aussi des formes d'animation avec des concerts. Donc voilà, sur un créneau quasiment 7 jours sur 7. Bon, là, on était sur un mois. Oui, c'est une fréquentation énorme. Donc on a une jauge, donc on limite. Donc là, pour le jour de l'an, on est arrivé à la limite. Le service d'animation, il est impliqué dans la conception, mais est-ce que dans la durée du mois du village de Noël, qu'est-ce qui fait le service d'animation sur le village de Noël? Alors, il contrôle, il surveille, oui, il encadre. Mais la préparation se fait d'une année à l'autre. Donc en fait là... Ah, tu veux dire que là, tu travailles déjà sur le marché de Noël de l'année prochaine? Bien sûr. Oui, ça a été quasiment soudain. Tu me disais, moi je suis la super chef. Non, pas du tout. Je me vois pas du tout comme ça. Je m'entendais déjà très bien avec Christine Castellino. Là, je travaille avec Olivia Novaretti, qui est une jeune chef de service et qui fait un travail exceptionnel et qui, d'une année à l'autre, on est vraiment dans l'échange et c'est ce qui me plaît parce que je vais pas avoir de problème à lui dire s'il y a quelque chose qui ne me plaît pas et elle pareil. Ouais. Et donc, on travaille vraiment dans un souci de proposer le mieux pour les résidents, les visiteurs, les monégasques. Et donc là, elle m'a déjà proposé quasiment à la fin du village de Noël 2023 le thème pour l'an prochain avec la mise en place parce que en fait, il y a tout à organiser. Il y a donc le service animation, peut-être on peut peut-être le présenter parce que c'est énorme. Service animation, donc comme l'entend son nom, c'est l'organisation de concerts toute l'année, l'été, de spectacles ludiques, éducatifs pour les enfants, mais également le village de Noël. Donc, qui dit village de Noël, c'est mise en place de chalets, commande aussi des décors, des illuminations, les illuminations dans la ville. La foire aussi, la foire. La foire, c'est la fête foraine, pour ceux qui nous écoutent. La fête foraine au mois de septembre, octobre, qui termine le 19 novembre pour notre fête nationale. Et il y a aussi la gestion du parc Princesse Antoinette. Donc, ah oui, c'est vrai, on n'a pas parlé du parc Princesse Antoinette avec le mini-golf, avec les animations pour les enfants. Là, nous avons fait une animation enfant pour Pâques, un peu différente de celle qui est proposée habituellement, parce que c'est vrai qu'on avait l'habitude de faire une sorte de chasse aux œufs. Ouais.
Et là, le service a relevé de défis, je tiens à le dire, et a tout géré. C'est-à-dire que ils ont fait venir une maquilleuse, une mini-ferme, il y avait du coloriage, du maquillage, et en fait, ils ont vraiment géré l'après-midi, et ça a été un succès. En plus, je suis ravie parce qu'on a pu accueillir des enfants plus petits que ce qu'on accueillait précédemment. Et ça a été un succès fou. C'était plein. Mais oui, je ne peux pas annoncer de chiffres parce qu'on ne compte pas, mais les gens étaient ravis. Et ça me fait mon bonheur parce que c'est vraiment l'idée que les gens soient contents, qu'ils ne soient pas obligés d'aller en France, ou disons sans problème d'aller en France. Mais c'est vrai qu'avec les enfants, devoir courir, moi les miennes, je prends la voiture, on arrive à la Turbie, maman, mal au ventre. C'est vrai que si on peut rester sur Monaco, si on peut proposer, on en a la possibilité, le plus d'animation possible, c'est magique. Et donc là, j'étais ravie. Et tu parlais des concerts aussi. Est-ce que c'est facile pour un service communal de négocier avec des producteurs, des tourneurs? Parce que les concerts que vous proposez, ce ne sont pas uniquement des concerts d'artistes locaux. Non. En effet, les artistes locaux, c'est de manière occasionnelle. Lorsqu'on peut, on essaye de les faire venir. Bien sûr, l'idée, c'est de les promouvoir. Alors, je ne vais pas te dire le contraire, c'est important pour moi par rapport à ma fonction. Mais voilà, on essaye aussi de proposer peut-être des formes de musique différentes. Et souvent, on reste quand même sur des groupes qui sont de petites structures, de 3 personnes. Après, si tu fais référence aux gros concerts qui sont mis en place, par exemple pour la fête de la musique. Donc là, c'est le service Espace Léo Ferré qui s'en occupe. Et là, ils passent donc au travers de producteurs. Donc il y a un échange. Et puis après, au travers des propositions qui leur sont faites, c'est le responsable du service qui voit avec, là en l'occurrence, c'est Monsieur le maire qui est l'élu en charge de l'Espace Léo Ferré et le présente au conseil communal pour que ça soit validé. Voilà. Nous, on a des formes un peu plus petites. Cela dit, je le présente quand même au conseil. Et d'ailleurs, j'en profite. Cet été, nous allons, même si nous n'avons malheureusement que 3 semaines de mise à disposition du port, parce qu'entre le jumping suivi très rapidement du départ de Tour de France et puis du yacht show, donc nous n'avons que 3 semaines, mais on essaye de proposer le maximum d'animation possible. Sur le port, mais également, et donc ça c'était vraiment une grande volonté, je sais que Marjorie aussi, au travers là des marchés un petit peu volants, on essaye de dynamiser un peu les quartiers, donc on va proposer tout l'été à partir du mois de juin, jusqu'en août, des formes de petits théâtres pour enfants, mais également des concerts. Et il y aura des concerts années 90, concerts de musique cubaine sur le port, et donc soirée américaine au marché de la Condamine. Donc on a prévu vraiment un programme, c'est un programme varié. Très complet, varié. Là, on parlait l'autre jour, je ne sais plus, il semblerait qu'il y ait des soirées à thème au marché de la Condamine qui marchent très très fort. Ah oui, c'est complet. Là, la dernière... C'est drôle de dire c'est complet. C'est parce que vous êtes limité en nombre de personnes qui peuvent s'asseoir, c'est ça? C'est que là, vu la météo un petit peu capricieuse, on permet aux résidents monégasques et visiteurs de pouvoir réserver une place assise. D'accord. Et donc, c'est à l'intérieur de l'enceinte du marché. Et donc, c'est une réservation auprès des commerçants. Donc, c'est pour ça qu'on dit c'est complet, mais on met quand même en plus des tables et des chaises à l'extérieur du marché, si tu veux. Donc, les gens peuvent quand même venir, il ne fait pas si froid, et se mettre sous les galeries, là. Oui, c'est ça. Voilà, il n'y a pas les maraîchers. Donc, et là, on en a fait une mardi. Alors, je suis très contente. C'était sur le thème British Party. Et ça a cartonné. Parce que c'était un groupe de 3 jeunes, disons, de mon âge, quoi. Donc, bien sûr. Qui s'appelle Monsieur Orange. Ils étaient déjà venus sur le village de Noël. Ils ont mis une ambiance. Alors, ça fait plaisir à voir parce qu'il y avait des Anglais. On l'a appelé British Association justement pour que ça n'écarte pas les autres communautés. Donc, Irlande du Nord, les Écossais...
Et c'est vrai que ça faisait plaisir à voir, parce qu'ils étaient là, plus au milieu des nationaux, donc il y avait une super ambiance. Et puis, il y avait vraiment des repas, parce que j'ai lu un peu sur les commentaires sur Facebook, que va-t-on manger? Ah oui. Ben non, il n'y avait pas que du fish and chips, il y avait du chicken pie, après il y avait proposition de saumon. C'était un peu dépaysant, ça fait du bien. Ça fait du bien, ouais. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te présenter comme élu communal? Enfin, moi j'ai dit communal, c'est ça, c'est communal? Oui. Municipal? Adjoint, oui, Ouais, adjoint au maire. voilà, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir un jour adjoint au maire? Tu t'es dit, un jour t'as dit, je veux m'engager ou je veux. C'est quoi l'idée? C'était quoi ton idée? Alors j'y ai réfléchi parce que souvent on me dit, mais Axel, pourquoi tu fais, disons, autant de choses? Oui, c'est ça. Parce que quand même, je rappelle que tu as 2 petites filles, un métier, un mari, qui a des horaires extensibles aussi. Donc, voilà. D'ailleurs, mon aînée a été détectée hyperactive, donc elle a un trouble de l'attention. Donc je fais aussi partie de l'association des parents d'élèves. On a une commission pour les enfants à particularité, parce qu'il faut savoir que si à notre époque ça existait, certainement c'était pas détecté. C'est vrai que là, je rencontre beaucoup de parents, ça fait du bien. De pouvoir partager. Ah oui, qui sont dans cette situation parce qu'on aime nos enfants. Je veux dire, il n'y a aucun doute. Mais chaque jour est une journée quand même d'épreuve. Et ça, c'est pas un tabou, hein, faut vraiment le dire. Parce que, voilà, l'enfant ne rentre pas dans le cases, cadre, dans les cases. Et tous les jours, donc, essayer, à l'époque, de trouver ce qu'elle a. Parce qu'on voit qu'il y a quelque chose. Vous avez mis du temps à la diagnostiquer? 1 an, oui, facilement. Et encore, je suis quelqu'un de tenace. Donc, j'ai appelé un peu tous les services possibles pour que, égoïstement, je puisse avoir une réponse et un accompagnement. Ouais. Parce que je me questionnais. Après, je fais pas ma bien, famille est assez restreinte. Donc, c'est vrai que je me suis dit, est-ce qu'il y a un problème au niveau éducation? Qu'est-ce que je fais qui ne va pas? Et est-ce que c'est dû au fait qu'on n'est pas très nombreux? Et donc, à force d'insister, c'est vrai que j'ai eu la chance d'être allée à l'organisme médical qui me l'a prise, qui lui a fait tous les tests. Et puis, donc, le verdict est tombé. Elle a un trouble de l'attention avec une hyperactivité, hypersensibilité. C'est vrai qu'on peut pas obligatoirement avoir les 3. Moi, bingo, elle a les 3. Et en plus, donc, ça lui donne des difficultés à une dysgraphie, dysorthographie. Donc, c'est vrai que quand on me disait, votre fille, elle est pas sage, c'est vrai que moi, fille de prof, alors c'est dur à entendre pour moi. Donc, voilà, pour moi, c'est important d'être... correcte. D'être correcte, je veux dire, à l'école, de bien se tenir. Donc, rentrer à la maison, Victoria, tu n'es pas sage, donc la pauvre. Et en fait, elle pouvait rien y faire. Elle s'en rendait pas compte. Elle s'en rend pas compte. C'est qu'elle tient pas en place. Donc, c'est vrai que là, j'ai la chance depuis, ça va faire 2 ans. Elle a été détectée, donc il y a un protocole qui est mis en place. Donc, elle a quelqu'un avec elle en classe. Donc, ça va mieux. Et on le voit, même avec le rapport avec les autres. Ouais. Mais on a énormément de chance à Monaco d'avoir les moyens qui sont mis derrière pour suivre ces enfants. Mais c'est vrai qu'on a besoin de parler, d'échanger avec les autres parents, parce du coup, on se sent un peu moins seul. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Donc oui, dans ce que tu disais, c'est vrai que je fais beaucoup de choses, mais ça, c'est moi qui le veux. Et c'est vrai que j'ai fait un petit peu... je me suis questionnée, je me suis dit, mais pourquoi je fais tout ça? Tu as fait une introspection un peu quand même. C'est ça. En fait, ça avait commencé quand je m'étais présentée comme présidente de la JM à l'époque. C'est vrai, j'avais pas mentionné cet épisode encore. Je faisais partie de la JM depuis quasiment l'âge à laquelle on peut en faire partie. Et puis après, j'avais pu être présidente une fois, parce que dépasser les 30 ans, on est trop âgé. Et c'est vrai que là, ça a révélé en moi... je sais pas, déjà l'amour pour le pays, je l'avais, mais une envie d'aider, une envie d'accompagner, parce que je veux dire, on peut se retrouver même à Monaco avec des besoins d'accompagnement. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que je me suis dit, mince,
Moi, j'ai eu maman qui a été malade. On a eu la chance de bénéficier des aides de la mairie. Ouais. Et c'est là que je me suis dit, et c'est pour ça que j'ai fait cette recherche, et je me suis dit, mais mince, je dois pouvoir remercier d'une manière mon pays et essayer de faire que on puisse continuer à avoir la chance d'avoir toutes ces aides. Parce qu'elle avait donc les dames à demeure à la maison. Et je pense vraiment que c'est pour ça que j'ai voulu me continuer et m'engager auprès de la mairie. Pour moi, c'est pas de la politique. En mairie, on fait vraiment du social. Il y a de l'aide à la personne. On s'occupe des crèches. Voilà, on propose de l'animation. Et puis, bon, les personnes âgées. Donc, c'est vraiment le domaine qui me correspond, je pense. Et tu t'es jamais dit, se présenter au suffrage des gens, c'est quand même quelque chose, quoi. C'est-à-dire que tu dis, est-ce qu'ils vont voter pour moi ou pas? Ah ben bien sûr. C'est un grand stress. Ça, j'imagine. Pas un stress de pas être élu. Parce que si on n'est pas élu, c'est que c'est que ça devait pas, c'est que ça devait pas se faire. Et puis on n'a pas réussi à convaincre. Et puis c'est sûr que c'est difficile. On se croise dans la rue, mais on connaît pas tout le monde, même si on est à Monaco. Donc il faut que les gens soient quand même convaincus. Mais ça n'a pas été simple parce qu'il faut pouvoir parler devant énormément de personnes. Surtout la première fois, j'étais enceinte. Donc, le stress, les hormones, me présenter aux élections, qu'est-ce qu'on va dire? Elle se présente enceinte, on va penser que je vais pas réussir à gérer. Et puis ça s'est bien passé. En plus, j'avais peur par rapport à ma fonction aussi, sans te cacher, parce que on se fait pas que des amis, parce qu'on nous voit comme et en fait, je pense que j'ai parlé avec mon cœur. Tu sais, lorsque je me suis présentée aux élections, je suis restée comme je suis. Et c'est passé 3 fois. Et je remercie les électeurs de m'avoir accordé leur confiance, vraiment. Alors justement, tu parlais de Marjorie Crovetto, qui est une adjointe aussi, donc une colistière, on va appeler ça comme ça. On a eu Camille Svara aussi ici, parce que vous êtes une équipe de femmes. Et Jacques. Jacques. Vous êtes une équipe de femmes. J'ai entendu, donc, puisque tu dis Jacques, que ce soit Jacques, Camille, Marjorie, vous avez cet attachement. La mairie, on a l'impression que c'est une maison. Ah mais complètement. Je me suis présentée, on s'est présenté, mais bon là je parle pour moi, avec une équipe, avec à sa tête quelqu'un en qui on croit et des colistiers en qui on croit aussi. C'est-à-dire c'est un travail d'équipe. Lorsque on réfléchit sur des projets, on en fait part à nos colistiers, à nos équipes, à nos collègues et donc on avance ensemble. Donc, on est vraiment dans cette dynamique-là. Après, on n'est pas non plus très nombreux. On est 15 avec sa tête de liste, le maire. Donc c'est vrai qu'on a cette chance de pouvoir échanger et de travailler ensemble. Voilà. Donc, oui. Peut-être que tu vas me dire, c'est un peu facile, mais ça donne l'impression que t'as deux métiers, en fait. Moi, je dirais 3 avec les enfants. 3 avec les enfants. Dur. C'est vrai. Moi, je le vois pas vraiment comme ça. C'est vrai que la SACEM, c'est mon métier, c'est celui qui me rémunère. Ouais. Et la mairie, c'est une passion. Je pense que de toute manière, pour faire ce rôle d'élu, pour avoir ce rôle d'élu, il faut être passionné. Parce que ça demande beaucoup de temps. C'est ça, j'allais te dire, de c'est la du conviction. Temps. Ouais. Oui. Chez moi, tout repose sur l'organisation. Voilà, donc à partir du moment où tout est bien calé, je suis rassurée et après ça se déroule bien. Donc entre midi et 2, le soir... C'est drôle ce que tu dis, à partir du moment où tout est bien calé. Qu'est-ce que tu fais? Tu anticipes? Tu prépares tes journées? Mes amis qui, j'espère, écouteront vont rigoler. Oui, j'anticipe tout, même au niveau personnel. Là, j'ai déjà pensé à la rentrée prochaine où j'allais inscrire les filles parce que en anticipant, on évite d'avoir des surprises, des mauvaises surprises. Et des problèmes d'agenda. Alors après, bien sûr, il y a des choses qui se rajoutent, qui ne sont pas prévues, mais si tout est quasiment calé, ça se déroule bien. Ça se déroule, ouais. Tu parlais beaucoup des filles.
C'est très agréable d'ailleurs. Est-ce que tu es une maman sévère? Alors, pas du tout. Au grand regret de mon mari, désespoir, si je puis dire, je n'arrive pas. Et c'est vrai qu'à un moment, je me suis questionnée, est-ce que justement ma fille aînée est peut-être comme ça parce que je ne suis pas suffisamment sévère. Ah. Moi, j'ai une éducation, bon, fille de professeur, incroyable. Je remercie maman d'où elle est. Elle m'a éduquée parfaitement, mais elle était très sévère. Et c'est vrai que je ne voulais pas être comme ça avec mes enfants. Donc, c'est difficile d'être au milieu, équilibré. Alors, c'est un équilibre difficile. Hein. Voilà, moi, vraiment, ce qui est important pour moi, c'est l'éducation et la sécurité. Après, il y a des petits exemples où je ne vais pas trop me prendre la tête. Si elles finissent leur dessert, la glace sur le canapé, je ne m'en rends pas malade. Ouais. Mon mari, par contre, est très sévère sur ce point. Et c'est bien parce qu'on s'équilibre. Je pense dans l'éducation des enfants, on n'est pas pareil, hommes et femmes, ça c'est sûr. Même pas que dans l'éducation des enfants. Mais voilà, ça permet d'avoir un équilibre. Si elles veulent quelque chose, elles savent qu'il faut venir voir maman. Sans vouloir caricaturer, puisque tu as parlé beaucoup de ton époux, c'est Sébastien qui a un rôle assez actif au sein de Monte Carlo SBM dans la branche restauration. Donc, on imagine comment on allie toutes ces vies. Être la femme d'eux, être une élue, être à la tête de la SACEM Monaco, être la maman de ces deux petites filles. Comment on arrive à allier toutes ces vies? Est-ce qu'il y a un moment donné où tu t'es dit je vais me perdre? C'est pas simple, ça c'est sûr. Mais si on est motivé, ce qui est mon cas, et qu'on aime ce qu'on fait, en fait, ça passe tout seul. Je ne sais pas comment dire. Ouais. T'es sur un chemin, quoi. Oui, je me pose pas trop de questions parce que ça me plaît. Alors des fois, je suis fatiguée. Je cache pas. Des fois, encore une fois, surtout par rapport aux enfants, parce que c'est dur. Mm-hmm. Et donc, je me retrouve un petit peu, lorsque je vais en mairie ou quand je suis au travail, j'ai mon moment à moi. C'est aussi ce qui me motive parce que je fais quelque chose qui me plaît et je sors de ma routine, disons ma routine, qui n'est pas une routine, de mon organisation maman. Tu vois, hier, j'ai la chance de pouvoir être le mercredi un petit peu à distance, travailler et d'être avec les enfants. Je suis épanouie en tant que maman, mais aujourd'hui, je suis contente d'être au travail parce que la journée est différente. Est différente complètement. Ouais. C'est des sensations différentes. Sensations différentes et du coup, je peux être tranquille et sereine parce que je fais à plein, à 100% mon travail et mon rôle de mairie. Est-ce que tu dirais que la condition de la femme d'aujourd'hui est plus facile qu'avant ou pas? Parce que tu décris une condition, finalement, tu es une femme qui a le choix. Tu as choisi d'élever tes enfants, de travailler, de t'engager en mairie. Voilà, tu as choisi. Est-ce que c'était possible, ça? Je ne sais pas si on n'a pas la chance de vivre à une époque où c'est devenu possible. Ah, certainement. Certainement. Je pense que toutes ces fonctions cumulées auraient été plus difficiles. À conjuguer. À conjuguer, oui. Ouais. Moi, je sais que j'ai la chance d'avoir un époux qui me pousse énormément dans ce que je fais, qui me soutient et qui me considère son égal. Donc ça, c'est pas évident. Sa carrière n'est pas plus importante que la tienne? Et la tienne n'est pas plus importante que la sienne? Non, pas du tout. Par contre, au niveau gestion planning, c'est moi qui gère. Voilà. C'est moi qui gère. Oui. À la maison, ça c'est moi qui m'en occupe. Ouais. Mais justement pour me laisser libre choix dans ma gestion de mes fonctions et puis des enfants. Ouais. Donc ça aurait été, je pense, très compliqué pour nos parents ou nos grands-parents. Bah oui, c'était un peu le sens de ma question. Est-ce qu'on a vu nos mères et nos grands-mères? Est-ce qu'on les imagine capables? Alors capables, oui, mais est-ce que la société leur aurait permis de vivre comme ça à l'époque?
Ça, Il y en avait quelques-unes, hein, mais c'est vrai qu'elles étaient pas nombreuses. marginal quand même. Oui, Hein. c'est ça. Ouais. Mais bon, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter maintenant, Axel? Si tu avais une baguette magique pour les mois qui viennent, de quoi tu aurais envie? Alors, avant toute chose, la santé Oui. pour les enfants, mes proches. Qu'est-ce que j'aurais envie? Bah, écoute, que ça continue parce que j'aime tout ce que je fais, donc qu'on ait peut-être encore plus de manifestations intéressantes. Donc ça, on s'y attelle en principauté, que tout soit prospère pour nous, Bah oui. que ça continue comme ça pour la musique aussi. Et là, il reste combien de mandats? 3 ans, c'est ça? Il reste encore 3 ans pour ce Ouais. mandat, oui. Bon, il y a encore, Il y a de quoi il y a faire. encore de quoi faire. Oui, oui. Il y a encore de Il y a quoi de faire. quoi faire, oui, oui. Plein de projets. Ah ben là, maintenant que tu nous as parlé du village de Noël de l'année prochaine, on attend avec impatience de voir ce que ce sera. Il y aura déjà cet été. Ouais, c'est vrai. Il y aura déjà cet été. Il y aura aussi les illuminations qu'on va changer dans la ville. Non, plein de projets, même au sein de la mairie, on a plein de choses prévues, donc c'est que du bonheur. Hein. On s'ennuie pas, en tout cas. Ben alors, merci d'avoir trouvé un moment pour venir avec nous. Ben merci pour partager Geneviève, tout ça. merci pour ton invitation et À c'était un bientôt. très agréable moment. Eh ben merci, à bientôt. Au revoir.